Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Ces derniers temps, vous avez été nombreux à me demander de réagir sur des vidéos en lien avec le comportement alimentaire, et la perte de poids, etc. etc. Et aujourd'hui, j'ai décidé de réagir au documentaire qui est passé récemment sur Arte, Un monde obèse. Donc l'analyse que je vais faire dans cette vidéo repose sur les connaissances que j'ai sur le comportement alimentaire. Et comme d'habitude, petit disclaimer, je suis Cindy Gagnol, diététicienne comportementaliste formée au groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, et j'ai pu expérimenter à une certaine période de ma vie les rééquilibrages alimentaires qui m'ont conduit à des troubles du comportement alimentaire et sur le long terme du coup à une prise de poids. Donc comme vous l'aurez compris, cette analyse repose sur mon avis en fonction de mon expérience personnelle et professionnelle. Voilà, ça c'est dit, on peut y aller. Donc contrairement aux autres vidéos React où je vous affiche du coup la vidéo ici, là elle sera sur mon ordinateur. Pourquoi? Parce que vous avez dû vous en rendre compte si vous avez vu la vidéo que j'avais fait sur un village à la diète, et j'avais été confrontée à quelques petits problèmes de droit d'image. Donc pour éviter que cela se produise aussi aujourd'hui, j'ai décidé de le faire directement sur l'ordinateur pour que vous puissiez quand même avoir un petit peu l'image, et puis on va bien voir si ça passe ou si finalement j'aurais fait toute cette analyse pour rien. Pour moi, la stigmatisation la plus difficile à supporter, c'est l'idée qu'on manque de volonté. Que les personnes obèses n'ont aucune volonté, sinon elles ne seraient pas en surpoids. Parce qu'on nous répète tout le temps, si vous voulez maigrir, faites du sport, suivez un régime. Et si vous faites ça, vous y arriverez. Pour les pouvoirs publics, la réponse paraît simple. Il suffit d'un peu de volonté personnelle pour terrasser l'ennemi. Manger moins, bouger plus devient la formule magique des années 2000. C'est si facile de regarder une personne mince et de se dire quelle volonté, quelle force morale. Et puis, de voir une personne en surpoids et de l'accuser de tous les maux. Oh, ils sont faibles, ils n'ont pas de volonté. Mais le problème n'est pas une question de volonté personnelle. Et si nous continuons à le croire, nous ne réglerons jamais cette épidémie d'obésité. Je pense que tant qu'on n'a pas eu des troubles du comportement alimentaire, tant qu'on n'a pas eu de soucis de poids, on peut pas se rendre compte. C'est pas un problème de volonté. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ce sujet, du coup, que je vais vous mettre là. Et je pense honnêtement que le regard que certaines personnes portent sur les personnes obèses ou des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire doit changer. Donc là, je sais pas quelle direction va prendre cette vidéo, parce que j'ai cru percevoir que la faute allait beaucoup être mise sur l'industrie, ce qui me dérange un petit peu, mais on en parlera quand ce sera le moment. Bien entendu, on est d'accord que je vais pas vous passer la vidéo en entier parce que la vidéo dure 1h30 et qu'il n'y aurait pas d'intérêt de vous passer toute la vidéo, donc je vais juste vous passer les petits extraits qui sont, selon moi, intéressants et sur lesquels, du coup, je vais réagir. Mais les clichés ont la vie dure, comme le montre ce très populaire show télévisé américain. The Biggest Loser, c'est la glorification de la volonté individuelle. 16 participants sont enrôlés pendant 6 mois dans un programme féroce de perte de poids. C'est exactement le conseil qu'on a donné aux gens. Mangez moins et bougez plus. Cette émission montre des transformations incroyables. Les candidats suivent un régime pauvre en calories, ils font plein d'exercices et maigrissent beaucoup, ils perdent beaucoup de graisse et on les rend en pleine forme. Cette croyance n'épargne pas les meilleures intentions. En 2010, Michelle Obama lance un plan de lutte contre l'obésité infantile. Si la première dame danse sur Move Your Body, l'idée de départ était avant tout de réglementer la nourriture industrielle servie dans les cantines scolaires. Donc je confirme que je pense que cette vidéo va beaucoup tourner sur le système agroalimentaire. Je vous avais déjà fait aussi une vidéo là-dessus il y a pas si longtemps que ça, je vous la mets aussi dans le petit i là d'information. On est bien d'accord que oui, le système agroalimentaire nous fait des produits du coup industriels avec pas mal de merde dedans. C'est pas forcément l'idéal pour notre santé, mais on est bien d'accord qu'on ne peut pas empêcher les gens. Personnellement, je mange des produits industriels, on ne va pas m'empêcher d'acheter des produits industriels, parce que parfois ça sauve quand même la mise d'un point de vue planning, parce qu'on n'a pas tout le temps non plus le temps et la possibilité de faire des plats maison. Et il faut avoir en tête que ce n'est pas parce qu'on mange des produits industriels que l'on va prendre du poids. Ça, c'est vraiment une croyance qu'on nous met en tête. Il n'y a aucune raison que l'on prenne du poids en mangeant des produits industriels à partir du moment où on écoute son corps. Donc le problème, ce n'est pas l'aliment, c'est comment est-ce qu'on va manger ces aliments-là. Si on ne nous éduque pas
si on nous apprend pas du coup à travailler sur notre comportement alimentaire, si on n'arrête pas de nous faire croire que des aliments font grossir, que des aliments ne font pas grossir, ben on va baigner dans une sorte de culpabilité qui va nous faire prendre du poids. C'est la culpabilité qui nous fera prendre du poids parce qu'on saura que quand on mange ces aliments-là, ben c'est pas l'idéal pour notre santé, c'est pas l'idéal pour notre poids et que c'est quelque chose de mal parce qu'on n'a aucune volonté. Comment rabaisser l'estime de soi? Je pense qu'on est pas mal. Donc c'est vrai que j'ai pu constater avec certains documentaires qu'aux États-Unis, le choix alimentaire dans les écoles était assez limité et allait souvent du coup sur les aliments gras, sucrés. Et c'est vrai que sur un point de vue alimentaire, c'est quand même mieux de proposer différents aliments, de diversifier parce que on n'a pas tout le temps envie d'aliments gras, sucrés. Notre corps, si on l'écoute, va parfois nous demander de manger des légumes. Sauf que si on n'a jamais des légumes ou des fruits à disposition dans les écoles, forcément, on va pas forcément y aller. Autre point aussi que je tiens à préciser, c'est que pour avoir moi-même été dans des cantines en tant qu'adulte et en tant qu'enfant, en général, quand on veut s'orienter sur des légumes parce qu'on a envie de manger des légumes, on se rabat très vite sur quelque chose de plus gras et de plus appétissant, hein, parce qu'on va pas se mentir, à de rares exceptions près, les légumes à la cantine, c'est pas ce qu'il y a de plus ragoûtant. Manger mieux est devenu bouger plus. Bouger avec Beyoncé, dont le clip a vampirisé toute l'entreprise. La prise de poids, elle est due essentiellement à un déséquilibre au niveau des apports et des dépenses. Mais pourquoi dire absolument qu'il faut augmenter les dépenses? Parce que la plupart des personnes qui n'ont pas travaillé sur leur comportement alimentaire, en augmentant les dépenses, certes elles vont perdre du poids, hein, on est bien d'accord, mais le fait de faire du sport de manière intensive, forcément à un moment donné, quand la personne va arrêter de faire du sport parce qu'elle va peut-être pas en faire quotidiennement tout le long de sa vie, le problème est là, c'est que le poids va remonter, pas parce qu'elle ne fait plus de sport, mais parce qu'en fait elle a tellement pas appris à travailler sur son comportement alimentaire qui aurait été du coup le facteur d'une éventuelle perte de poids parce qu'on aurait baissé naturellement les apports sans mettre du contrôle dessus, sans chercher à faire des régimes, sans chercher à faire du sport pour pouvoir perdre ce poids-là. Et du coup voilà, donc le poids va remonter et puis on va dire que c'est le sport le problème ou que voilà, il faut se mettre au régime. Alors qu'en fait, là je pense honnêtement que vous avez pu vous en rendre compte avec le confinement, même si certains d'entre vous ont plus d'envie de manger, vous allez bien vous rendre compte que vu que vous avez moins de dépenses énergétiques parce que vous bougez un peu moins de la maison et parce que il y a moins de trajets à faire, que du coup votre appétit diminue, vous avez moins faim. Et ça c'est une constatation que moi j'ai fait pendant le confinement, c'est une constatation que tous mes patients ont fait aussi. Donc honnêtement, si on reste sur le même schéma de pas écouter son corps et de continuer à manger les mêmes apports parce que c'est l'heure, parce qu'il faut pas sauter des repas, et finalement on prend du poids quand on arrête l'activité physique. Alors que finalement, si vous prenez le temps de vous écouter et de pas vous focaliser sur les heures et vraiment de répondre aux besoins de votre corps, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas prendre de poids. Mais bien entendu, ça demande en amont un travail sur le comportement alimentaire. Notre poids serait un équilibre entre calories avalées et calories dépensées. La théorie semble logique. Le seul problème, c'est qu'elle est fausse. L'exercice physique joue en effet un rôle mineur dans le contrôle du poids. Il faudrait courir 1 heure pour éliminer un hamburger et 2 heures et quart pour une pizza. Les héros du Biggest Loser l'ont appris à leurs dépens. Les participants de la saison 8 ont été suivis par un chercheur de l'Institut national de santé américain. 6 ans après leur spectaculaire perte de poids, 13 des 14 participants avaient repris la quasi-totalité. Merci! Putain, pardon, je suis désolée, mais là franchement, ça fait du bien d'entendre. Des kilos perdus. Cette étude m'enlève un peu de culpabilité et aussi de la honte. Honte de ne pas arriver à contrôler mon poids comme ça, d'un simple claquement de doigts. Les gens disent « Tu n'as qu'à arrêter de manger et ça ira mieux ». Mais ce n'est pas si simple. Ça a été fondamental pour moi de comprendre ça. J'ai pris conscience que ce n'était pas totalement de ma faute. Et ça, c'est puissant.
Je pense qu'il faudrait arrêter de se focaliser sur les calories. Oui, on peut manger moins et perdre du poids pendant un certain temps, mais votre corps va se battre. Et sur le long terme, on sait que le métabolisme est plus fort que la volonté. Mais alors, si la volonté individuelle n'est pas en cause, comment expliquer cette hausse spectaculaire de la courbe d'obésité à partir des années 80 ? Quelle est la différence entre 1970 et 2019 ? Je ne pense pas que la biologie humaine ait changé. C'est plutôt la manière dont nous mangeons. En 40 ans, notre alimentation a subi une véritable révolution, issue d'une politique lancée à la fin des années 70. À l'époque, c'est l'hécatombe, due aux maladies cardiovasculaires, qu'il faut combattre. Le gras est alors désigné comme principal coupable. Une erreur qui va avoir de graves conséquences sur le régime alimentaire mondial. On recommande de réduire la consommation de graisse et on privilégie désormais les céréales comme base de notre alimentation. Il fallait donc manger plus de pain, de riz et de pommes de terre, par exemple, qui sont pauvres en graisse, et consommer moins de produits laitiers et de viande. Pendant des années, ça a été la recommandation officielle, et je crois que c'est ce qui explique pourquoi les gens ont pris du poids. Je sens le truc arriver pour les féculents. Donc, voilà, au cas où je vais me permettre de faire une petite remarque, ce n'est pas parce qu'on mange des féculents non plus qu'on prend du poids. Voilà. Il n'y a pas un aliment plus qu'un autre qui va du coup être responsable d'une éventuelle prise de poids. Je le répète encore, il s'agit du comportement alimentaire. On va pouvoir manger des légumes, des fruits, des graisses, du sucre ou tout ce que vous voulez. À partir du moment où on n'écoute pas son corps, on va finir par manger plus que ce qu'il a besoin et inévitablement on va prendre du poids. Or, les céréales comme le pain, le riz ou les pâtes, ce sont des glucides, c'est-à-dire des sucres. Ils vont être au cœur de cette révolution alimentaire. Il y a encore 20 ou 30 ans, les professionnels de la nutrition pensaient que le sucre était inoffensif parce qu'il ne contenait pas de gras. Je ne sais pas s'ils vont en parler aussi plus tard dans la vidéo, mais je préfère du coup le dire maintenant avant d'oublier. Pour moi, la cause de la prise de poids au fur et à mesure du coup là des années, ce n'est pas la consommation de tel ou tel aliment, c'est le fait que justement on ait interdit certains groupes d'aliments qui nous a du coup donné plus envie d'en manger. Même si on sait que c'est mal, c'est plus fort que nous en fait. Même si on sait que c'est mal, on va quand même en manger. On va avoir un désir peut-être un petit peu plus important en plus sur ces aliments parce qu'on nous interdit d'en manger. Ça, c'est pas quelque chose qui est contrôlable en fait. Alors qu'au final, on aurait foutu la paix aux gens en éventuellement leur refaisant une petite éducation de comportement alimentaire au lieu de faire une éducation alimentaire au sens strict du terme, je pense honnêtement qu'ils auraient pu continuer à manger ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, et que là, pour le coup, ils n'auraient pas pris de poids. Donc, mettez-vous à la place des industriels. Si vous devez réduire les graisses, par quoi allez-vous les remplacer ? Eh bien, par des céréales transformées et du sucre. C'est le grand tour de passe-passe de cette histoire. Le sucre pas cher remplace le gras car il rend les aliments allégés savoureux et addictifs. C'est le début de la manipulation des ingrédients. Les céréales, recomposées en pain de mie, cornflakes ou plats préparés, déferlent dans les supermarchés. Je vous avais fait aussi une vidéo sur l'addiction au sucre, que je vous mets là. Il faut que vous la voyez. Il n'y a pas d'addiction au sucre. Il n'y a que des comportements alimentaires addictif. Faire un sevrage de sucre n'est pas la même chose que de faire un sevrage de drogue. Les aliments ultra transformés, les hamburgers, les boissons sucrées et toute la malbouffe qu'on grignote sont digérés très vite, mais n'apportent pas de satiété. Alors là, je voudrais répondre parce que j'ai longtemps pensé ça aussi, de par mon expérience personnelle et professionnelle, mais alors par exemple, quand je mangeais McDo, j'avais tendance à manger un menu McDo, bien consistant, et 2 heures après, d'avoir la sensation d'avoir encore faim. Et j'ai pu me rendre compte, en travaillant sur mon comportement alimentaire, que ce n'était pas de la faim, c'était de l'envie de manger. Tout simplement, j'avais envie de remanger, que ce soit McDo ou pas McDo. Et une fois que j'ai travaillé sur mon comportement alimentaire, bizarrement, j'arrivais plus à manger un menu entier McDo. Et maintenant, quand je mange McDo, je peux tenir une bonne douzaine d'heures sans manger et sans ressentir cette sensation physique
de faim et sans même avoir envie de manger. Donc ça montre bien que le problème, c'est pas l'aliment, c'est le comportement alimentaire, encore une fois, et mes patients qui sont à un stade avancé dans la prise en charge pourront aussi vous le confirmer. À partir du moment où on travaille sur son comportement alimentaire, il y a énormément de choses, du coup, énormément de croyances qui vont à la poubelle. Dans les sous-sols de l'université de Stanford, Erika Sonnenburg a mesuré l'impact de notre alimentation moderne sur le microbiote. Elle a nourri plusieurs générations de souris avec un régime à base de produits ultra transformés. Quand on leur a donné une alimentation riche en sucre simple, la perte de diversité s'est aggravée au fil des générations. Donc chaque génération avait moins de bactéries intestinales que la précédente. Parce qu'en fait, là, on leur propose pas une diversité alimentaire non plus. Hein. Si on mange tout le temps le même type d'aliment, hein, peu importe l'aliment, bah, le corps, il n'a pas tout ce dont il a besoin. Et donc, forcément, à un moment donné, physiologiquement parlant, ça se ressent. C'est pour ça que la diversité, c'est quand même mieux. En général, notre corps va pas nous laisser crever, hein, et il va nous orienter vers des aliments, quand on l'écoute, bien entendu, dont il a besoin. Donc là, si, par exemple, on nous propose que de la pizza tout le temps, à tous les repas, et qu'il n'y a plus rien du tout qui peut être en notre possession, bah, on est bien d'accord qu'à un moment donné, notre flore va être peut-être un peu perturbée, hein, en effet, mais en plus de ça, on va avoir une hyper frustration de ne pas pouvoir manger ce qui nous fait réellement envie, parce qu'on n'a pas tout le temps envie de manger ce genre d'aliment-là. Et cette hyper frustration va nous faire compenser, du coup, en essayant de nous rassasier avec quelque chose qui n'est pas rassasiant pour notre corps. Donc en fait, c'est un peu une boucle sans fin, où on cherche du coup des apports nutritionnels qu'il n'y a pas dans l'aliment et on va sans cesse manger dans le but d'essayer de trouver ces nutriments-là. Donc là, ça aurait été peut-être bien dans l'étude qui propose une diversité alimentaire en plus des aliments transformés. Mes fils voulaient manger comme leurs amis, chez McDo. Il y en a un en haut de la côte. Ils voulaient aller là-bas. Ils voulaient pas écouter leur mère. Ils voulaient aller dehors et manger n'importe quoi en douce. Ce qui est normal parce que plus on nous interdit de faire quelque chose et plus on va avoir envie de le faire. Et ça, c'est valable aussi pour vos enfants si vous en avez. Hein. Si vous les interdisez trop de manger des cochonneries, comme vous appelez ça, que ce soit des gâteaux, des produits sucrés ou ce genre de choses, ne vous faites pas de faux espoirs. Hein. Quand ils vont à l'école, ils peuvent passer devant des boulangeries, ils peuvent passer devant des petits supermarchés. On peut facilement se procurer ce genre de produits et éventuellement les cacher à la maison. Il y a toujours un moyen, en fait, pour manger ces aliments-là. Donc plus vous allez leur interdire, et plus ils vont avoir envie d'y aller. Si vous demandez aux gens ce qui influence leur choix alimentaire, ils répondront « je mange ce que j'aime ». Personne ne vous dira « je bois du Coca-Cola parce que j'aime leur pub ». Ce n'est pas ce que les gens disent. Parce que la publicité influence les gens dans leur inconscient, sous le seuil de la pensée critique. Ce que j'ai surtout gardé en mémoire, et je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y avait des pubs dans mes émissions préférées, ce sont les publicités pour les céréales. Des études scientifiques montrent un lien direct entre l'exposition aux publicités et les préférences alimentaires des enfants. L'OMS préconise donc un encadrement du marketing, mais l'offensive publicitaire ne faiblit pas. Ça, c'est en lien direct avec l'envie des enfants aussi de devenir un peu plus indépendants par rapport aux parents, de prendre leur propre identité, mais aussi de faire partie d'un groupe, forcément en montrant des pubs où il y a des enfants qui sont en train de manger certains aliments, hein, peu importe l'aliment, on a envie de faire pareil, parce que les copains et les copines vont sûrement faire pareil. Et du coup, si on fait pareil, on appartient à un groupe social. Et du coup, on se sent moins mis de côté. Mais ça, c'est valable pour tout, hein, pas que pour l'alimentation. Ça a eu un impact énorme sur moi, parce que je n'avais jamais réalisé la quantité de sucre que j'ingurgitais à chaque fois que je buvais un soda. J'en buvais au moins 7 ou 8 par jour. J'en ai pris conscience quand il a montré ce que ça représentait. Et là, je me suis dit, waouh, ça fait beaucoup dans mon corps à chaque soda. 9, peut-être 9,5. Voici la quantité de sucre dans un seul verre.
Alors, en effet, dans les sodas, il y a un fort apport calorique, hein, je ne veux pas dire le contraire. Par contre, si je vois mon comportement alimentaire avant et celui de maintenant, alors le coca, ça n'a jamais été trop mon truc, donc on va peut-être partir sur de l'orangina, pour mon cas. J'étais capable de boire une canette d'orangina sans problème et pouvoir manger derrière. Un peu comme ce qu'on fait un peu dans les fast-foods. On va prendre du coup notre boisson et après on va prendre du coup le menu qui va avec. Et ben, j'ai pu me rendre compte en travaillant sur mon comportement alimentaire que à partir du moment où je prends un menu fast-food par exemple, bah, déjà d'une, je ne vais pas le finir contrairement à avant parce que bah, je suis plus à l'écoute de mon corps et que j'arrive à percevoir à quel moment est-ce que mon corps a suffisamment besoin d'énergie, à quel moment est-ce que je suis suffisamment rassasiée. Et en général, quand je prends un menu, je ne prends pas de boisson sucrée parce que le fait de prendre une boisson sucrée, il y a du sucre, en effet, mais il y a surtout du coup des calories. Et vu que le corps fonctionne avec cette histoire de calories, bah, c'est comme si on avait à peu près 2-3 desserts dans une canette de soda. Ce qui fait que quand on apprend à écouter son corps, et je vous conseille de faire le test les fois où vous allez prendre du coup l'apéro juste avant de dîner par exemple chez des amis, en règle générale, après l'apéro, vous n'avez plus faim parce qu'en fait votre corps a eu suffisamment d'énergie avec la boisson que vous avez bu juste avant. Ce qui fait que là en m'écoutant, maintenant je ne suis plus capable, même en apéro, de finir ce genre de boisson. Parce que au bout de quelques gorgées, en fait, je sens que là, j'en peux plus et que si j'ai envie de pouvoir avoir de la place pour le reste du repas, bah, il vaut mieux que je m'arrête là. Soit un aliment ou une boisson, à partir du moment où il y a des calories, votre corps va comptabiliser les calories. Je vous renvoie sur la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je disais qu'il n'y a pas d'aliment bon ou pas bon, pour que vous puissiez un petit peu comprendre, parce que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne au niveau du corps. Mais c'est exactement du coup la même chose là. C'est vraiment un impérialisme de la malbouffe. Les grands pays occidentaux propagent leurs cochonneries dans le monde entier. Et bien sûr, ils ont été accueillis à bras ouverts. C'est bon marché, ça a du goût et c'est pratique. Comment ne pas aimer ça? Au magasin du coin de la rue, une pomme coûte plus cher qu'une bouteille de soda. Le fait que les produits sains soient plus chers que les produits du coup industriels, en effet, je trouve pas ça normal parce que forcément quand financièrement ça va être compliqué, en tout cas dans ces pays-là apparemment, bah, les gens vont avoir tendance à prendre des produits transformés parce que ça leur revient moins cher et parce que manger sain pour eux c'est un luxe. Du coup forcément avec cette histoire de rassasiement dont je vous parlais tout à l'heure, bah, il n'y a pas vraiment de diversité et du coup le rassasiement tarde à arriver. Et puis en plus les gens vont avoir cette peur de manquer dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Ils vont avoir peur de manquer parce que financièrement c'est chaud et du coup bah, inconsciemment cette peur de manquer va nous créer une sorte de restriction involontaire au final et va nous donner envie de plus manger même si c'est pas très cohérent avec le fait du coup qu'on aimerait économiser un petit peu. Mais en même temps le cerveau des fois il nous fait faire des choses qui ne sont pas très cohérentes. L'idéal en fait ça serait que les produits sains et les produits industriels soient en fait au même prix pour pouvoir nous permettre de faire les choix qu'on veut réellement faire sans frustration et sans peur de manquer. Pourquoi est-ce que je parle du fait de les mettre au même prix? Bah parce que tout simplement moi j'ai vécu une période où financièrement ça a été compliqué, où j'étais au secours populaire et honnêtement les produits industriels en France c'est un luxe. C'est un luxe. C'est-à-dire que personnellement quand j'étais en difficulté financière j'allais vers les produits les moins chers et les produits les moins chers bah, c'était les produits bruts qui n'avaient pas été transformés, qui n'avaient pas été modifiés. Et par contre, vu que les produits industriels étaient plus chers et que, ben, étant donné qu'on a quand même été élevé avec ce genre de produits, ils sont là, hein, donc on les a connus. On va pas faire croire à notre cerveau et à notre corps qu'ils n'existent plus. Ben, on a quand même cette frustration, cette peur de manquer, qui va aussi nous pousser aussi à grossir. Donc, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ben, il y a quand même cette frustration, cette peur de manquer, qui nous mène du coup à une restriction involontaire qui va du coup nous amener à la prise de poids. Et ça a été flagrant avec l'histoire du confinement, parce que quand j'étais faire les courses, le premier jour en fait, où on devait être confiné, honnêtement dans les magasins, il restait pas des produits bruts, des produits sains. Ce qui restait en priorité, c'était tout ce qui était plats surgelés, plats préparés. Pourquoi? Parce que c'est plus cher, ça tient moins longtemps, et que là, le but, c'était de pouvoir rentabiliser au maximum en fonction de nos finances et pour pouvoir durer le plus longtemps possible. Et si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo
où je parle du coup de la deuxième fois où j'ai été faire des courses et où du coup je viens de passer 2 semaines de frustration parce que j'ai pas forcément pu acheter tout ce que j'avais envie d'acheter, et ben je vous la mets là, hein, comme ça vous donnera un petit aperçu de ce qui se passe dans notre cerveau et de notre comportement alimentaire. Quand on a une restriction involontaire ou quand on s'interdit de manger quelque chose ou quand on nous interdit de manger quelque chose, il se passe exactement la même chose. On a peur de manquer. Et en plus de ça, on a plus de mal à se rassasier parce que du coup, on n'a pas forcément envie des aliments que l'on est en train de manger, on aura envie d'autres choses, mais d'autres choses qui ne sont pas disponibles ou auxquelles on n'a pas le droit. Des milliers de produits affichent désormais un ou plusieurs logos, y compris les produits phares de certaines marques internationales au succès planétaire. Même si ce sont des produits internationaux, importés, ils sont tous obligés d'utiliser le même étiquetage. C'est sympa hein, cette histoire de logo, hein. Je trouve ça que c'était plutôt une bonne idée. Sauf que honnêtement, est-ce que ça va réellement nous faire arrêter d'acheter ce genre d'aliments? Et je trouve que, mis à part développer encore un peu plus cette culpabilité du fait d'acheter ces produits et du coup de ne pas avoir de volonté de ne pas acheter ce genre de produits et du coup de nous donner des émotions négatives et du coup de nous donner encore un peu plus de manger ce type d'aliments-là, bah, moi, je vois pas réellement les effets bénéfiques. Par contre, utiliser ces logos pour pouvoir discerner quels sont les aliments qui ont le plus d'additifs ou le moins d'additifs, je trouve que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, l'application Yuka est plutôt pas mal dans le sens où, ben, d'un point de vue santé et additifs, ce genre de choses, bah, du coup, ça nous informe sur les produits aussi que l'on prend. Par contre, d'un point de vue calories et nutriments, cette application, pour moi, à mon avis, n'a aucun intérêt parce qu'à partir du moment où on s'écoute, c'est toujours pareil et il n'y a pas de risque du coup de prise de poids. Ok, alors dans un premier temps, la vidéo commençait assez bien, j'avais quand même l'espoir que l'on approfondisse un petit peu cette histoire de grossophobie et puis la stigmatisation des gros, la stigmatisation des personnes en surpoids, d'obésité, la stigmatisation des personnes qui tout simplement vont prendre du poids. J'espérais qu'on parle de troubles du comportement alimentaire, j'espérais qu'on parle du coup des régimes et de ce que ça engendre, des conséquences. Si vous me suivez déjà sur la chaîne, vous savez l'amour que je porte envers les restrictions en tout genre. Alors je suis bien déçue hein, parce que là, honnêtement, c'est une vidéo qui est contre l'industrie agroalimentaire et qui nous parle des méfaits de l'industrie agroalimentaire, qui en fait est là pour nous convaincre sur toute la vidéo que l'industrie agroalimentaire est responsable de la prise de poids, est responsable du coup des maladies cardiovasculaires et est responsable du diabète. Ce qui est faux. Et je suis saoulée de voir que, en fait, ils ont toujours pas compris que... Alors, je comprends comment ils ont abordé du coup cette vidéo en fonction de leur état d'esprit, en fonction de leur vision des choses. Mais j'aurais espéré qu'enfin, pour une fois dans ce type de documentaire, ils essayent d'approfondir, de gratter un peu pour pouvoir s'attaquer à une autre version, à une autre vision des choses, qui est que il n'y a pas d'aliment plus grossissant qu'un autre, je le répète encore, mais que forcément, quand le poids augmente au fur et à mesure des années, c'est peut-être parce que l'industrie agroalimentaire du coup a commencé à ouvrir un petit peu plus son panel de produits et qu'on n'a pas du tout appris à être confronté à ce genre de produits-là. Donc bien évidemment, on va être tenté d'en acheter un peu plus parce que du coup, on va compenser éventuellement. C'est ce qui arrive à chaque fois qu'on découvre un nouveau produit ou un nouveau plat. On va avoir tendance à le manger de manière assez régulière et puis après, au bout d'un moment, on va finir par réguler un petit peu la chose et moins en manger et en manger un petit peu de temps en temps et continuer à varier notre alimentation. C'est ce qui se serait passé. Sauf que là, le poids augmente en même temps que les restrictions aussi vont commencer à augmenter. En commençant à dire que c'est pas forcément bien de manger du sucre, c'est pas forcément bien de manger du gras, c'est pas forcément bien de manger des produits transformés. Et en fait, en continuant à mettre des injonctions, des règles, des règles qui sont là en final pour nous faire culpabiliser et pour nous frustrer, le poids, il continue de monter. En fait, ils se sont pas dit à un moment donné que c'est pas parce que l'industrie agroalimentaire a fait ses produits, c'est parce que, tout simplement, on n'arrête pas de nous mettre des règles en fonction de mes connaissances. Ça me semble logique, cette prise de poids au fur et à mesure des années. Et ce que je trouve aberrant, c'est qu'à aucun moment, ils explorent ce truc-là. Ça me donne un peu l'impression que cette vidéo, c'est un peu une propagande contre l'industrie agroalimentaire. Et je suis pas en train de faire l'apologie de l'industrie agroalimentaire, j'aurais eu exactement le même discours si ça avait été du coup
un discours totalement à l'opposé s'ils avaient du coup fait une sorte de propagande contre les produits du coup dits sains, les produits naturels et bruts. J'aurais eu le même discours en disant que c'était n'importe quoi. Il faut arrêter de penser que certains aliments sont à favoriser, d'autres à éviter, et au lieu de mettre des gens dans des catégories de volonté, pas volonté, parce qu'ils achètent ce genre de produits, bah pourquoi ne pas rééduquer les gens sur leur comportement alimentaire? On ne leur apprend plus, on le faisait il y a plusieurs années. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on nous martèle de règles, on nous contraint du coup à devoir se plier à des exigences du coup alimentaires, alors qu'au final notre corps il sait très bien se gérer tout seul. On nous apprend pas à le faire maintenant. C'est pour ça que le poids il continue d'augmenter, et même chez les enfants, parce que en fait, de génération en génération, on perpétue ce rituel de dire non ça c'est bon, ça c'est pas bon, et du coup bah forcément le poids continue de monter parce qu'on ne nous apprend pas à écouter notre corps. On va nous obliger à manger des aliments, on va nous obliger à manger des quantités, on va nous obliger à manger un certain nombre de repas, alors que notre corps n'en a peut-être pas forcément envie et n'en a pas forcément besoin. Je suis désolée de m'emporter, mais ça c'est un truc qui me rend folle en fait. Je me dis pour une fois qu'on partait bien, honnêtement, les 90% de la vidéo, c'était mais totalement à côté de la plaque pour moi. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, en espérant que ça aura pu vous aiguiller. Je le rappelle encore une fois, mais il s'agit ici de mon avis en fonction de mon expérience personnelle et professionnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, bah du coup c'est le moment de la liker. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah je m'appelle Cindy Gagnol. Abonnez-vous en n'oubliant pas bien entendu d'activer la petite cloche pour avoir du coup les notifications des prochaines vidéos qui sortent. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne pour voir un petit peu ce que je fais, peut-être que ça peut vous intéresser, en sachant que là, depuis le 1er janvier, je fais une vidéo par jour, et ce, jusqu'au 31 décembre de cette année. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je propose des consultations en cabinet, à distance. De toute façon, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Et puis, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.